Bonjour à tous et bienvenue à cette 99e édition bien attendue des Assises de l'Union des municipalités du Québec. Et je constate que même en mode virtuel, il peut y avoir embouteillage à la machine à café ou ailleurs, parce que ma foi, on a quelques minutes de retard, comme ça se passait dans le bon vieux temps, il y a quoi, 14, 15 mois. Bienvenue à tous. Merci d'être là. J'aurais aimé vous voir et vous entendre. C'est toujours plus drôle, mais on s'est un peu fait à l'idée, j'imagine, depuis 15 mois, justement, de ces rassemblements très virtuels. L'an dernier, vous aviez choisi de sauter votre réunion annuelle pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous décrire ici. Donc, on se retrouve un peu en présentiel, vous allez le voir, mais essentiellement virtuellement, avec un outil numérique, une plateforme numérique qui a été développée ici au Québec et qui est performante, qui vous permettra tout au long des 2-3 prochaines journées de travailler de façon interactive. Ce n'est pas la même chose que d'être ensemble, mais j'imagine pour vous, politiciens, politiciennes, l'idée de ne pas pouvoir collaborer in vivo, live, en vous saluant, en vous serrant les mains, c'est plus difficile. Mais comme nous tous, vous vous êtes certainement adaptés après cette année qui a été complexe, c'est le moins qu'on peut se dire, peut-être pour certains même difficile. C'est un des enjeux dont on parlera nécessairement. La fatigue, l'épuisement après une année exceptionnelle que personne n'avait prévue et où personne n'a été non plus entraîné à faire les choses de cette manière-là. Notre thème, votre thème, le monde municipal sur tous les fronts, je pense que ça répond certainement à plusieurs des pressions que vous avez senties cette année. Très heureux, je le répète, d'être avec vous et de pouvoir participer à faire en sorte qu'on accouche de cet événement en virtuel le mieux possible et surtout sans douleur et sans anesthésie, c'est promis. Je vais vous présenter nos invités d'honneur qui seront avec nous, je l'ai dit, pour l'essentiel virtuellement, à distance, mais aussi en présentiel. Le président nouvellement élu de l'Union des municipalités du Québec, en direct de chez lui à Gaspé, à l'Hôtel de Ville, je pense, M. Daniel Côté. Toutes nos félicitations à lui aussi. La présidente de la commission des assises de l'UMQ, mairesse de Magog, Mme Vicky Méham, qui est à mes côtés, donc en présentiel. Oh, jaillit ce mot-là, qui est ici en vrai, disons les choses comme ça. La présidente ex-officio de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et le maire de Gatineau, qui, on doit le rappeler, est quand même notre hôte, même si on n'est pas chez lui. On aurait été en d'autres circonstances, probablement, j'imagine, au lac Lémy. Donc, le maire de Gatineau, ville-hôtesse de l'édition 2021, Maxime Penneau-Jobin, qui est, je pense, lui aussi en direct de son hôtel de ville à Gatineau. Pour amorcer tout ça, pour vous souhaiter plus encore la bienvenue, je vais céder la parole à la présidente de la commission des assises 2021, Vicky Méham, qui est à côté de moi, mairesse de Magog. Vous êtes toujours mairesse de Magog, oui. Depuis 2009, première d'ailleurs, donc elle s'est illustrée dans le grand livre d'histoire. Et là, je vous laisse l'occasion de vous illustrer pour les prochaines minutes parce que la parole est à vous. Merci. Et salut à vous, bonjour. Merci, M. Bureau. Monsieur le Président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, Madame la présidente ex-officio de l'Union des municipalités du Québec et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne, je suis certaine que si nous étions tous réunis en ce moment dans une grande salle, on se lèverait debout pour vous applaudir chaleureusement. Monsieur le maire de Gatineau, ville-hôtesse, chers collègues, élus de partout au Québec, chers amis, je suis très heureuse et très fière de vous souhaiter la bienvenue au nom des membres de la Commission des Assises 2021 à cette 99e édition de vos Assises annuelles. En mode 100% virtuel, c'est une première. Merci à notre partenaire officiel, la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Sa participation encore cette année fait de cet événement un succès. On vous a préparé tout un programme. Les membres de la Commission des Assises ont fait preuve d'audace et d'ingéniosité et ont travaillé très fort au cours des derniers mois, de concert avec l'équipe de professionnels de l'Union des municipalités du Québec, pour vous présenter des Assises 2021 adaptées au contexte sanitaire actuel. Ils nous offrent année après année un rendez-vous avec l'excellence. D'ailleurs, j'aimerais souligner le travail de Mme Joanne Lalonde, conseillère aux événements, qui est avec l'Union depuis plus de 20 ans. Cette année, ce sont ses 21e assises et ce seront ses dernières, puisqu'elle nous quittera à la fin du mois pour la retraite. Joanne, merci pour ton implication et ton expertise. On te souhaite bonne retraite. Et surtout, bravo à vous, les élus, qui faites de nos assises, par votre participation et votre fidélité, le moment le plus important du monde municipal au Québec.
L'UMQ, on le sait, c'est d'abord une histoire locale qui prend racine dans le concret et dans l'envie de servir. En fait, l'UMQ, ce sont des conseillères et des conseillers, des mairesses et des maires, mais aussi des artisanes et des artisans du quotidien, dans les municipalités qui, ensemble, travaillent pour leurs concitoyennes et leurs concitoyens. C'est pour eux, c'est pour vous, que nous avons préparé les Assises 2021. Au cours des 3 prochains jours, il y en aura pour tous les goûts, afin que vous puissiez partager vos expériences et vos outils pour mieux servir vos citoyennes et citoyens. Et nous comptons parmi nous des représentantes et des représentants des partis politiques, tant du côté fédéral que du Québec, qui vous donneront l'heure juste sur leurs intentions envers les enjeux municipaux. C'est sans compter les conférences de nos invités de marque, le gala, ainsi que notre Assemblée générale annuelle. Et ne manquez surtout pas nos différentes activités sur les enjeux de l'heure. On parlera de la place des femmes et des jeunes sur nos conseils municipaux. L'UMQ s'implique beaucoup pour les encourager à devenir candidates et candidats lors des élections municipales de novembre prochain. On parlera aussi évidemment de logement, d'innovation, de transformation numérique et bien sûr de climat. Tout ça avec des animatrices et des animateurs de renom. Alors bravo encore une fois aux membres de la Commission des Assises 2021 pour l'organisation et je vous les présente. Monsieur Martin Danfous, premier vice-président de l'UMQ et maire de Varennes. Madame Suzanne Roy, présidente ex-officio et mairesse de Sainte-Julie. Madame Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine. Monsieur Olivier Larouche, conseiller à la ville d'Alma. Madame Diane Lavoie, mairesse de Belleuil. Monsieur Louis Villeneuve, maire de Bromont. Madame Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville. Monsieur Maxime Pedneau-Jobin, maire de Gatineau. Madame Julie Bourdon, conseillère à la ville de Granby. Madame Marie-Ève Plante-Hébert, conseillère à la ville de La Prairie. Monsieur Donat Serre, maire de La Prairie. Madame Sandra Desmeules, conseillère à la ville de Laval. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, Montréal. Madame Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup. Monsieur Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban. Monsieur Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph de Sorel. Monsieur Michel Anger, maire de Shawinigan. Madame Danielle Berthold, conseillère à la ville de Sherbrooke. Et Monsieur Benoît Lauzon, maire de Tursault. Alors, vous voyez, j'étais vraiment bien entourée. Plus que jamais, le monde municipal est sur tous les fronts. Alors, merci d'être avec nous et bonnes Assises 2021. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci à tous ceux aussi qui vous ont épaulé dans la préparation de ces assises. Je vous le disais tout à l'heure, on est virtuellement aux côtés du maire de Gatineau parce que c'est la ville officiellement hôtesse de l'événement. Je vais lui donc céder la parole à Maxime Pedneau-Jobin qui, je crois, est en direct de chez lui à l'Hôtel de Ville, si je ne me trompe pas. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour à vous toutes. Même à distance, je sens votre profonde déception de ne pas avoir le bonheur d'être chez nous à Gatineau, parce que je sais que c'est tous votre ville préférée. Donc, je compatis avec vous, mais ce n'est que partie remise parce que je suis certain qu'avec la sortie de crise on voit poindre à l'horizon, vous pourrez bientôt venir dépenser des sommes colossales chez nous à Gatineau, une des plus belles villes du Québec. Étant donné que je ne serai pas candidat en novembre prochain, ce petit mot d'ouverture sera très probablement mon dernier discours devant vous et vous me permettrez donc, à l'aide du thème de nos assises, en moins de 2 minutes, de vous accueillir en décrivant encore une fois ce que vivent les villes d'aujourd'hui et de parler brièvement de l'avenir. La crise qu'on traverse a offert un autre puissant exemple du rôle incontournable des villes quand vient le temps de répondre aux défis de notre époque. Cette année, les municipalités du Québec auront été au front, elles ont été de tous les combats, que ce soit pour briser l'isolement, aider à sauver les entreprises locales, faire respecter les mesures sanitaires, préparer la relance, aider le réseau de la santé. Nous autres, à Gatineau, la Ville a prêté 66 employés à temps plein pendant 2 mois au réseau de la santé parce qu'il est plus fragile qu'ailleurs pour assurer le succès de l'entreprise de vaccination. Ça, c'est l'action municipale à son meilleur. Cette année, on était au front, mais on est au front tout le temps. Les autres gouvernements ne peuvent pas améliorer l'environnement sans nous. Le transport en commun, c'est nous. Le recyclage, le compostage, la qualité de l'eau, le tout à l'auto ou non, c'est nous. Les parcs, les espaces verts, le vélo, c'est nous. Pour réussir le défi du mieux vivre ensemble, les autres gouvernements ont besoin des villes.
L'accueil des immigrants ne se fait pas au Québec ou au Canada, il se fait dans nos quartiers, par le dialogue entre voisins, par l'accès à la culture locale. L'accueil des immigrants, c'est nous aussi. Le développement social, le développement économique, la lutte aux inégalités, l'appui à la culture et aux loisirs, c'est nous aussi. En 2017, alors qu'on avait 60 soldats qui nous aidaient à affronter les inondations, les employés municipaux, eux, étaient 900 sur le terrain à temps plein pendant des mois. La gestion de crise, c'est nous. La liste des dossiers où l'action des villes est déterminante est très longue, puis elle continue de s'allonger parce que les autres gouvernements ont besoin de nous et qu'ils le savent. On a même un rôle à jouer dans de vastes chantiers comme celui de la réconciliation avec les Premières Nations. D'ailleurs, je suis très fier du travail que Gatineau a accompli dans la dernière année avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi. On a notamment adopté officiellement au Conseil municipal le plan d'action contre le racisme et la discrimination de la PNQL. On travaille actuellement à mettre en œuvre les actions proposées aux municipalités. Puis je vous propose à tous de nous imiter. Dans ce domaine-là, on a tous un devoir d'agir. Je salue d'ailleurs la présence du chef Picard parmi nous aujourd'hui. Il va nous adresser quelques mots tout juste après moi. On est donc actif sur tous les fronts. Mais si on veut maximiser la capacité d'action des villes, maximiser l'efficacité de ces extraordinaires outils de développement humain que sont les villes, il faut que le gouvernement du Québec fasse une véritable réforme du monde municipal. Il y a eu des avancées importantes dans les dernières années, on progresse, oui, mais la vraie réforme est encore à venir, une réforme en 2 volets. D'abord, celle du cadre légal municipal kafkaïen dans lequel on évolue. Il faut donner aux villes des champs de compétences où elles peuvent agir dans l'autonomie, rapidement, efficacement, plutôt que de les maintenir dans le carcan lourd, rigide, inadapté qu'est le statut de créature provinciale. Les villes canadiennes restent dans le monde parmi celles qui ont le moins de pouvoir. La planète au complet sait que c'est sur le terrain que se gagnent les batailles. Nos gouvernements doivent le reconnaître eux aussi. Le deuxième volet de la réforme nécessaire, c'est évidemment celui de la fiscalité municipale. Notre fiscalité est vieille de 2 siècles, elle nuit à l'environnement depuis longtemps. Elle est maintenant complètement déconnectée de nos responsabilités envers nos communautés, nos citoyens, nos entreprises. Il y a urgence d'agir. En potentiel perdu, l'inaction nous coûte collectivement très, très cher. Nous sommes présents sur tous les fronts, mais nous pourrions faire beaucoup, beaucoup plus pour améliorer la qualité de vie de tout le Québec. J'implore encore une fois tous les partis politiques à Québec d'agir. Je cède maintenant la parole au chef de la PNQL, M. Ghislain Picard, et je vous souhaite bon congrès. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ça me fait extrêmement plaisir et honoré. Je suis extrêmement honoré de représenter les Premières Nations lors des 99e assises de l'Union des municipalités du Québec. Et je tiens à remercier le maire, M. Pedneau-Jobin, de l'introduction. Je m'en voudrais de ne pas souligner, évidemment, la présence de M. Côté et le féliciter au nom de la PNQL à titre de nouveau président de l'UMQ et souligner évidemment la contribution de Mme Roy comme ancienne présidente de l'UMQ. Il y a des gestes qui sont peu connus, peu promus, et je veux notamment souligner la présence de la mairesse Ham, mairesse de la ville de Magog. Quand je parle de gestes peu connus, je sais que Magog a notamment adopté une résolution qui endosse la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Nous avons 2 grands défis devant nous. D'un côté, la contribution des municipalités et des maires est extrêmement importante pour abattre les murs de l'intolérance et du racisme. La PNQL a un plan à cette fin. L'autre aspect, évidemment, qui m'apparaît extrêmement important, c'est la question économique. Nous préparons des assises pour relever l'importance d'inclure les Premières Nations dans la relance économique suivant la pandémie qui sévit actuellement. Donc, des défis qui se présentent à nous, que je vois beaucoup plus comme étant des opportunités. Je m'en voudrais de ne pas conclure en soulignant la contribution d'un certain nombre de maires. On sait que plusieurs maires ont déjà pris la décision de ne pas se présenter au municipal de l'automne prochain. On vient d'entendre le maire Pedneau-Jobin,
qui nous a révélé, qui nous a finalement informé de la contribution de la Ville de Gatineau en adoptant une résolution en février dernier qui appuie notre lutte contre le racisme. Et il y a la contribution d'autres maires, je pense à M. Régent Parlier, maire de Sept-Îles. Je pense notamment à la mairesse Ham, Mme Roy, plusieurs alliés finalement qui ont décidé soit de mettre un terme ou de peut-être prendre une pause de la vie politique. C'est tout à fait respectable et respecté. Et je crois que c'est important pour nous de regarder l'horizon comme étant une autre opportunité peut-être de créer de nouvelles alliances avec d'autres personnes. Donc, je me sens extrêmement encouragé de constater qu'il y a cet espace qui nous est réservé dans le Forum des municipalités à l'échelle du Québec. Et ça me permet de constater que, finalement, les enjeux qui nous intéressent comme Première Nation deviennent des enjeux incontournables. Merci beaucoup et bonnes assises. Merci beaucoup à vous, chef Picard. Merci aussi au maire Penneau-Jobin. Avant d'aller un peu plus loin, on a une surprise. En fait, c'est une surprise pour la présidente ex officio, Mme Suzanne Roy. On aurait voulu faire ça de façon peut-être un peu plus festive, un peu plus animée si on avait été tous réunis ensemble, mais personne ne voulait être absent pour souligner cette contribution substantielle et importante. Je vous laisse le mesurer d'abord avec deux témoignages, mais ce ne sont que les premiers. On écoute. Bonjour tout le monde. J'ai eu une demande dernièrement. Quelqu'un m'a demandé de l'UMQ de faire l'apologie de Suzanne Roy. J'ai dit, plutôt, voulez-vous que je fasse un message ou l'apologie? Je me suis dit, oh mon Dieu, Suzanne contrôle encore l'organisation comme elle veut. C'est pas vrai. Écoutez, moi, j'adore Suzanne Roy. Je l'ai connue il y a bien longtemps. Ça fait à peu près une soixantaine d'années. Je l'ai connue, elle devait être dans la vingtaine. Moi, je devais être tout à fait jeune. Et on a fait du militantisme ensemble. Suzanne Roy, écoutez, dans le fond, là, Suzanne, moi, je l'adore, tout le monde le sait. Pendant tout le temps où elle a été présidente, j'ai tenté d'être utile. En fait, j'étais le goon, moi, de Suzanne Roy. Tu sais, le gars qui est sur le banc des joueurs, qui reçoit la tape sur l'épaule pour sauter sa patinoire pendant ramasser un. Bien, c'était la job que j'avais pour Suzanne. J'espère que j'ai été utile pour elle. J'espère que j'ai été un bon goon. Puis Suzanne, écoutez, je peux pas croire qu'elle pense. Ça se peut quasiment pas. Je me dis, si l'Académie française a un secrétaire perpétuel, moi, je voyais Suzanne comme une présidente perpétuelle, mais je ne l'ai pas proposé parce que je me suis dit, ça va foutre le bordel des règles de gouvernance de l'UMQ. Fait que j'ai laissé faire. Mais bon, cette femme-là est extraordinaire. Moi, quand je l'ai revue à l'UMQ, après l'avoir connue il y a 60 ans, c'était la même femme, tellement intelligente, avec surtout un énorme jugement et un rire tonitruant. Une femme qui a l'esprit indifférent, mais surtout une femme qui aime travailler dans le plaisir. Puis avec Suzanne, peu importe les dossiers, même si c'était difficile, on réussissait à rigoler. Alors moi, à partir de maintenant, tout ce que j'espère, c'est quand Dieu le voudra, et Horatio également, c'est de me taper un souper avec Suzanne et du bon monde, rigoler à plein, se compter nos vieilles histoires, parce qu'on est rendu là, se compter des vieilles histoires. Puis je veux juste vous dire une affaire. C'est une femme que je trouve extraordinaire. Je l'adore et j'ai hâte de la revoir. Salut. Chère Suzanne, il me fait très plaisir de joindre ma voix à toutes celles et ceux qui déjà t'ont envoyé beaucoup d'amour et de remerciements pour te dire que tu as fait un travail incroyable et tu auras définitivement marqué la scène municipale. Comme présidente de l'UMQ, tu as négocié 2 pactes fiscales, ça, c'est pas rien. Puis en plus, c'était la représentante, en fait, de la région du Québec pour à la Coupe 21 à Paris. Moi, ça m'impressionne beaucoup. J'aurais beaucoup aimé ça être à côté de toi. Alors, je vais retenir de toi une femme déterminée,
de bonne humeur, rassembleuse. Et puis, je te souhaite plein de nouveaux défis. Et puis, continue à regarder le monde municipal avec autant de bienveillance parce que c'est très précieux. Alors, à bientôt, Suzanne. C'est vrai qu'elle a un sourire d'enfer, la mairesse Plante. Je retiendrai le nouveau surnom, Régis Legoun, la bombe. Mais il n'y avait pas que les maires de Montréal et de Québec qui en avaient long à dire. J'en ai pour preuve la suite que nous envoyons en vidéo. Chère voisine, même le petit Robert, édition 2022, reconnaît ton talent. Roy Suzanne, élue influente du 21e siècle, dotée d'un leadership d'exception. En quelques mots, Suzanne Roy à la présidence de l'UMQ. Détermination, résilience, respect. Merci, Suzanne. Bonjour Suzanne, un petit mot de Lac Mégantic. Merci pour ton engagement. De devoir occuper un poste comme celui-là avec autant de brio, d'énergie, d'engagement et de rigueur, bien pour toutes les femmes comme moi qui avons décidé de faire de la politique leur quotidien, c'est très inspirant. Merci. Bonjour Suzanne. Ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ta fougue, ta détermination et ta bienveillance. Alors merci pour ton immense implication à l'UMQ et à bientôt. On a aussi pour l'avenir un grand défi. Un défi de prendre soin de nous, mais aussi de prendre soin des nôtres. Ma chère Suzanne, quel plaisir de pouvoir te côtoyer au sein de plusieurs comités. Mais aussi de savoir à quel point tu es déterminé et que tu as apporté beaucoup au monde municipal. Félicitations pour tout ton accomplissement. Salut mon ex-présidente qui est devenue ma nouvelle présidente puis qui va redevenir mon ex-présidente. Merci infiniment du travail extraordinaire que tu as fait. On t'oubliera jamais. J'ai découvert en Suzanne une femme passionnée, une femme dévouée et inspirante. Ce que je retiens du passage à la présidence de Suzanne au niveau de l'Union des municipalités du Québec, c'est sa volonté de nous impliquer. Merci Suzanne. Merci Suzanne pour ta grandeur d'âme, ton leadership pour nous rassembler. On pourrait t'appeler même la Dominique Michel de la présidence de l'UMQ, mais je pense que cette fois-ci, c'est vraiment ton bye-bye. Merci, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Écoute, Suzanne, c'est un plaisir et un privilège de travailler avec toi à l'Union des municipalités du Québec depuis plusieurs années. On en a vu des dossiers chauds ensemble, puis la dernière année, elle a été particulièrement difficile avec cette pandémie. Mais tu as toujours été forte et inspirante pour plusieurs femmes élues et j'ai toujours été très fière quand ma présidente prenait la parole. Alors, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Suzanne. Ils ont vraiment tourné le fer dans plaie, hein? 40 ans, 60 ans. Peut-être que la bombe a un peu exagéré sur les 60 ans. 60 ans. Ben non, mais on sait bien. J'ai dit qu'il avait un peu exagéré, mais c'est tellement pas dans la nature du personnage. Madame Roy, c'est votre moment, peut-être pour saluer ceux avec qui vous avez collaboré. J'aurais préféré que vous puissiez le faire en les embrassant, leur serrant la main. Mais comme le dit le bon maire Labaume, il y aura une occasion de se retrouver autour d'une table et avec bouteille de vin ou autre chose. Donc, à vous la parole. Bien, merci. J'ai envie de vous faire un gros câlin à chacun d'entre vous. Vous avez été extrêmement important dans ma vie depuis moins de 60 ans, mais certains depuis de nombreuses années. Et d'avoir l'immense bonheur d'être présidente de l'Union des municipalités. Je veux vous remercier pour votre confiance. C'est une grande union, l'Union des municipalités, avec plus de 100 ans d'histoire, qui travaille pour notre monde. J'ai rencontré au cours de ces années des gens extraordinaires, des maires, des mairesses, des conseillers, des conseillères qui veulent améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. On est sur tous les fronts, alors on le voit là à ces assises, à quel point on touche tous les différents domaines. Et j'entendais plusieurs maires annoncer leur départ en mentionnant toujours le côté humain,
les événements au niveau humain qui les ont touchés. Et à l'Union, on se retrouve, on se rassemble, on est informé. Et ça, c'est possible parce qu'on a vraiment une équipe extraordinaire qui croit aux élus municipaux, qui croit au rôle des municipalités pour améliorer la vie des citoyens au quotidien. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord, merci à tous les élus du Québec. Vous faites un travail extraordinaire et ne laissez pas les médias sociaux, les trolls, vous faire dévier. Votre rôle est essentiel dans notre société. Merci beaucoup. Et à la merveilleuse équipe de l'Union des municipalités, à chacune d'entre vous, sous l'habile direction de Jasmin Savard, je veux vous dire merci. Parce que toutes ces années à l'Union, si on ne vous avait pas, on ne pourrait pas faire avancer tous ces dossiers sur tous les fronts. Merci beaucoup. Madame Roy, parce que virtuellement, il y a des choses qui ne se font pas, bien, on s'est dit qu'au moins vous pourriez, à ce jour important, sentir les fleurs, smell the roses, comme on dit en franglais. On vous souhaite de les bien sentir, de les sentir longtemps, d'avoir un beau printemps. Et qui sait peut-être, comme Dominique, de revenir, parce que ça ne sera pas... Elle dit non, elle a fait ça quelques fois, Mme Michel. Non, qu'elle ne revenait pas. Merci et bravo à vous. Pour la suite des choses, bien, on va retrouver votre nouvel homme de l'heure, puisque c'est le nouveau patron, fraîchement élu, maire de Gaspé depuis 2013. Alors, dans ce cas-là, moins fraîchement élu, certainement le plus jeune président de l'histoire de l'UMQ, en direct de son hôtel de ville, M. Côté, Daniel Côté. Si vous nous entendez, bien, je vous dis d'abord bravo et merci d'être là. Bien, merci beaucoup, M. Bureau. Alors, bien, Monsieur le Premier ministre François Legault, Madame la présidente de la Commission des Assises et mairesse de Magog, Vicky Méham, chère Suzanne Roy, à qui je succède humblement et en qui je reconnais une grande leader. Merci, Suzanne, pour tout ce que tu as réalisé pour le milieu municipal. Monsieur le maire de Gatineau, ville hôtesse de l'édition 2021 de nos assises, Maxime Pedneau-Jobin, Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, votre présence est particulièrement importante pour moi. Elle témoigne d'une relation basée sur le respect et l'écoute avec les Premières Nations. Bien, il faut continuer ensemble à bâtir des relations, à bâtir des partenariats entre les municipalités et les communautés des Premières Nations. Chers collègues élus municipaux de partout au Québec, bien, nous sommes presque ensemble. Chose certaine, comparée aux Assises 2020, bien, c'est un net progrès. Et l'an prochain, nous serons véritablement réunis. Bien, je suis content d'être là. Premier maire de la Gaspésie à la présidence de l'Union, bien, je suis touché par votre appui. Merci de votre confiance en moi, en ma région, en ma génération. On n'est pas tout à fait ensemble, mais on a une belle démonstration de notre unité, parce qu'on est ensemble, mais aux quatre coins du Québec. Et on couvre presque tout le territoire. Partout, nous sommes branchés sur les besoins des citoyennes et des citoyens, fiers de les représenter et de former ensemble une grande union au service du Québec et de ses régions. Tous ensemble, nous sommes le milieu municipal. Nous recevons un important invité aujourd'hui, le Premier ministre du Québec, dans ses bureaux de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Tout d'abord, je me dois de saluer votre leadership, de même que celui de votre gouvernement dans la gestion de la pandémie. Personne n'aurait voulu être à votre place pour prendre les décisions difficiles. Dès le début de la crise sanitaire, les ministres de votre gouvernement ont été à l'écoute et ont été disponibles. Et la collaboration a toujours été au rendez-vous. Je souhaite maintenant que cette collaboration se poursuive, qu'on travaille ensemble pour sortir de la pandémie et pour relancer une économie durable dans toutes les régions. Ça se peut qu'on ne soit pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais sur la destination, je le sais qu'on s'entend. La crise a frappé fort de toutes sortes de façons. Il y a des familles qui ont perdu des êtres chers, des entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise, il y a des jeunes qui ont l'impression d'avoir perdu une année de leur vie. Les municipalités, elles, ont été sur tous les fronts pour maintenir les services, pour répondre aux besoins des commerces et des particuliers, pour assurer les mesures sanitaires en équipe avec le gouvernement et la santé publique, pour assurer le maintien des camps de jour et pour accompagner la relance touristique, culturelle et événementielle.
Même si la crise a eu des effets sur les finances des municipalités, nous avons pu être présents pour nos citoyennes et citoyens grâce à l'aide gouvernementale de 2,3 milliards de dollars pour 2020 et 2021. Et je tiens à vous le dire, Monsieur le Premier ministre, nous avons apprécié la rapidité avec laquelle nous avons pu sécuriser nos membres et mettre ce dossier derrière nous. Parmi les premiers au Canada. La crise a mis en évidence des lacunes dans certains services, dans certains approvisionnements. Elle a aussi mis en évidence certains atouts, comme notre capacité à se mobiliser, à nous adapter. Nous avons appris des choses dans la dernière année. Ben oui, on est plus techno qu'avant. On est plus conscient qu'avant de certains enjeux de santé. On comprend plus qu'avant à quel point on est responsables les uns des autres. Ce sont des apprentissages qui peuvent nous aider à transformer l'épreuve en opportunité. La crise nous a aussi montré de moins beaux côtés de nous-mêmes. La pandémie a polarisé les débats et le confinement. La pandémie a normalisé l'insulte. On cède plus facilement à l'emportement seul à son clavier plutôt qu'en face à face. C'est sérieux, cette détérioration du débat public, parce que ça touche directement le vivre ensemble. Et il faut cultiver la valeur du respect des personnes et des institutions. Ça me fend le cœur de voir des femmes, de voir des hommes de talent se retirer de la vie politique ou renoncer à la vie publique à cause des insultes, des menaces, de l'intimidation. Au cours de l'hiver, l'UMQ a lancé la campagne « La démocratie dans le respect » par respect pour la démocratie. Il faut réapprendre à discuter respectueusement entre les élus et les citoyennes et citoyens. Il faut que notre espace public soit attirant pour les jeunes, pour les femmes, pour les gens issus de minorités, pour quiconque a envie de se mettre au service des concitoyennes et de ses concitoyens. Il faut aussi mieux accompagner les personnes qui ont le courage et le désir d'assumer des responsabilités publiques. Là, on s'en va vers des élections municipales. Ce sera un changement de garde important. Et je veux dire merci à toutes celles, à tous ceux qui ne se représenteront pas. Ils sont très importants en quantité et en qualité. Merci pour le service rendu et pour l'inspiration. Et à toutes celles et ceux qui hésitent, je dis foncez. Vous allez vivre une expérience formidable. Vous allez faire une différence dans la vie de vos concitoyennes et concitoyens. Le 7 novembre, ça va venir vite, mais ce n'est pas demain non plus. On a le temps de se préparer et de faire en sorte que, quelles que soient les circonstances, le vote soit sécuritaire, accessible et facile. Je lance un appel aux nouveaux leaders, aux jeunes, aux femmes, à celles et ceux issus de la diversité, à toutes celles, tous ceux qui ont envie de mettre l'épaule à la roue pour relancer le Québec. Ce sera l'élection des leaders de l'après-COVID. Fondamentalement, les enjeux restent les mêmes, mais il faudra les aborder avec une énergie nouvelle. Il faudra les aborder avec la nécessité de réussir la relance et de se projeter vers l'avenir. La pandémie nous a montré notre fragilité, alors il va falloir nous relancer en montrant notre force. Et il y a 3 priorités pour nous, Monsieur le Premier ministre. La lutte au changement climatique, le développement économique et l'inclusion et la diversité. Pour ce qui est de la lutte au changement climatique, bien, sous le leadership de Suzanne Roy, l'UMQ a développé une plateforme climatique en 10 chantiers. À nos yeux, rien ne peut occulter l'urgence climatique. Et en tête de liste, il y a les transports, qui génèrent 45 des gaz à effet de serre du Québec. Il faut plus de transport collectif, il en faut dans chaque région. Et le transport collectif, c'est aussi du transport interurbain efficace dans les régions. Mais le financement du transport collectif doit être soutenable. Nous demandons de limiter la contribution des municipalités à 30 % Avec les contraintes actuelles de la fiscalité municipale, on ne peut pas aller au-delà de cela sans affaiblir nos autres missions. Notre deuxième priorité, le développement économique. On parle d'une relance plus verte, parce qu'on est capable d'allier économie et environnement, comme avec l'électrification des transports et les énergies nouvelles. On parle d'achat local. Moi, je pense que produire et consommer localement, que ce soit les produits de notre agriculture ou de nos pêcheries, bien, ça doit devenir une valeur au Québec. Tout comme la nécessité de rapatrier certains domaines de production pour être plus autosuffisants. Les infrastructures. Là, le travail est énorme. Et je vous rappelle la demande de l'UMQ. Récemment, le gouvernement fédéral a annoncé une aide supplémentaire de près de 500 millions de dollars pour le Québec par l'entremise du Fonds de la taxe sur l'essence. Notre demande est claire. Il faut consacrer la totalité de cette somme pour les infrastructures municipales. L'argent est là. Les priorités sont claires et les besoins sont considérables. Nous l'avons vu dans le succès du récent programme PAFIR. 6 fois plus de projets que d'argent disponible. 1 milliard de dollars de projets importants pour la population prêts à être lancés. Aussi, il y a un dossier que nous pourrions régler dans les prochains mois, c'est la question de la loi sur l'expropriation. Vous le savez, elle est un frein au développement et même à la protection de l'environnement. On en parle depuis longtemps. Bien, il faut que cette loi soit réformée dès cette année. Pour nous, c'est une priorité. Le développement économique, c'est aussi le logement
et l'accès à la propriété. Sans logement, bien, on perd l'élément attractif d'un milieu. Dans le dernier budget, on a vu d'excellentes nouvelles avec le programme Réno-Région et la réalisation aussi, enfin, des logements qui étaient annoncés depuis 2010. Maintenant, il faut aller plus loin. Les besoins sont gigantesques. Il faut 4 000 logements sociaux par année pendant les 5 prochaines années. Nous voulons travailler en partenariat avec la ministre Laforêt pour trouver des solutions pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables. Enfin, le développement économique, ce sont nos centres-villes et nos rues commerciales. C'est un enjeu qui touche tout le monde, à Val-d'Or, à Montréal, à Québec et même à Gaspé. Leur vitalité était un enjeu avant la crise, c'est encore plus vrai maintenant. Sans commerce de proximité, sans dynamisme commercial, un milieu s'éteint. Maintenant, il faut faire les choses différemment. Pour soutenir nos commerçants qui font face à d'importants défis en matière de virage numérique, de main-d'œuvre et de nouvelles tendances de consommation, bien, nous devrons faire front commun. La troisième priorité, l'inclusion et la diversité. La pénurie de main-d'œuvre, ça va être pire qu'avant la pandémie. Parce que d'un côté, on a des travailleurs d'expérience qui se sont rapprochés de la retraite. Et de l'autre, on a accueilli beaucoup moins d'immigrants dans la dernière année. On est à 150 000 emplois vacants. Et le nombre continue d'augmenter. On a besoin de bras, de cœurs, de têtes, de talents. On a besoin de mieux intégrer celles et ceux qui sont déjà ici. On doit attirer des familles et des immigrants dans nos régions et je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui va m'intéresser tout particulièrement. Ça veut dire des infrastructures de loisirs, une connexion Internet haute vitesse et aussi des garderies. Et ce sujet en particulier, j'aimerais vous rappeler l'importance de conclure une entente rapidement avec Ottawa suite au dernier budget fédéral pour que cet argent serve à résorber la pénurie de places en service de garde qui sévit dans toutes les régions du Québec. Bien, c'est tout ça, l'inclusion. C'est tout ce qui permet à une personne de s'installer, de se sentir bienvenue, de participer à sa manière à la vie de nos municipalités et de créer de la richesse partout, dans toutes les régions du Québec. Là, nous voyons arriver tranquillement la fin de cette crise. Dans les derniers mois, nous avons mobilisé nos énergies pour parer au plus pressé. Nous avons vécu la politique extrême, décidé rapidement pour sauver des vies, pour protéger la santé, pour maintenir les services de base. Maintenant, nous devons changer de registre. Nous étions dans le besoin immédiat, nous devrons penser aux besoins à plus long terme, à l'avenir que nous voulons, au Québec que nous souhaitons. Tout le Québec aura vécu la crise, tout le Québec devra bénéficier de la relance. Les municipalités locales, les municipalités de centralité, les cités régionales, les municipalités de la métropole, les grandes villes, notre métropole, notre capitale. Nous avons vécu dans la crainte et l'incertitude. Maintenant, retroussons-nous les manches et retrouvons-nous dans l'espoir et la confiance. Allons-y ensemble et à l'unisson. Merci. Je ne sais pas si c'est une impression que vous partagez avec moi, mais je pense que vous vous êtes doté d'un nouveau président dynamique et qui va certainement bouger dès qu'on aura le droit de le faire bouger. Aucun doute là-dessus. Une petite considération technique, si on était en retard ce matin, c'est parce qu'effectivement, on a eu quelques soucis avec notre plateforme. Alors, vous avez probablement migré vers Vimeo. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il sera possible, une fois qu'on aura terminé cette cérémonie d'ouverture, de retourner sur la plateforme, donc à la reprise des activités un peu après 10 heures. Pour l'heure ou pour l'instant, allons à Québec retrouver le premier ministre, M. Legault, qui est avec nous, qui a eu la gentillesse de faire de la place dans son agenda. Est-ce qu'il nous entend bien, François Legault? Et si oui, bien, ça fait plaisir de vous voir, M. Legault. Bien, ça me fait plaisir, M. Bureau, de vous voir, moi aussi. Je vous laisse la parole et on se retrouve ensuite pour un petit 10-12 minutes de conversation. Excellent. Merci beaucoup, M. Bureau. Bien, écoutez, d'abord, je veux saluer notre ministre et votre ministre, André Laforêt, donc qui est responsable des affaires municipales et aussi de l'habitation. C'est la première fois qu'on a le ministre de l'Habitation. Et puis, oui, je vais vous en parler un peu. On a des besoins de ce côté-là. Je veux saluer aussi, on a des députés de différents partis qui nous écoutent ce matin, donc je veux les saluer. Je veux bien sûr aussi saluer la présidente sortante, Suzanne. Suzanne qui en même temps nous annonce qu'elle ne se présentera pas après 25 ans à Sainte-Julie, là, une des municipalités, une des villes qui était qui a eu la plus forte croissance au cours des dernières années. Donc, merci pour ce que tu as fait, Suzanne, à l'UMQ, mais aussi, bien sûr, à Sainte-Julie. Je veux saluer le nouveau président, Daniel. Je suis content de voir un président de l'UMQ qui vient des régions. Je pense
pense que ça va amener une approche nouvelle qui est nécessaire. Je pense que puis bon, pour connaître un petit peu Daniel, je sais que c'est un gars passionné, je viens de l'entendre. On se rejoint sur plusieurs sujets. Je veux saluer aussi celle qui a organisé ça, une femme très dynamique, Vicky May Ham. Donc, Vicky May, bravo. C'est pas simple, là, malheureusement, à cause de la pandémie, d'être obligé de faire ça de façon virtuelle, mais c'est bien organisé. Je veux saluer tous les maires, mairesses, préfets, préfètes. Je veux aussi saluer le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Ghislain Picard. Et je veux en profiter aussi pour remercier tous les maires, mairesses qui ont annoncé qu'ils ne se représentent pas. On en a dans les grandes villes du Québec. On pense à Régis Labaume à Québec, on pense à Marc Demers à Laval, à Sylvie Parent à Longueuil, à Maxime Penneau-Jobin à Gatineau, puis plus près de moi, dans mon comté, Chantal Deschamps à Repentigny. Vraiment là, des géants qui quittent la vie politique municipale. Ça fait très drôle de penser que ces personnes-là seront plus là, mais écoutez, je veux leur dire merci. Évidemment, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui vont arriver, qui ont le courage de se présenter. Puis Daniel en parlait tantôt, entre autres, il va falloir se poser des questions là, parce que on me dit que c'est de plus en plus difficile d'attirer et de garder les gens en politique, entre autres avec les médias sociaux. Et puis j'en sais quelque chose là qui sont très durs. Donc, il faut trouver le moyen d'attirer et puis de réduire ces attaques-là vraiment ultra partisanes. Et il faut être capable aussi, puis je sais que ça fait partie aussi des discussions de votre équipe, attirer plus de femmes. On n'a pas encore atteint la parité. Je sais qu'à Québec, on a fait un bon bout lors de la dernière élection. Là, il n'y a jamais eu autant de femmes députées qu'actuellement à l'Assemblée nationale. Je pense que les femmes apportent beaucoup à la politique, sont plus conciliatrices et puis c'est quelque chose qu'on doit viser en politique de plus en plus, de travailler ensemble. C'est ce que la population souhaite, qu'on travaille ensemble, là, qu'on soit pas juste noir, blanc, polarisé. On souhaite aussi voir plus de jeunes en politique. Évidemment, quand on fait de la politique, c'est beaucoup pour l'avenir, donc beaucoup pour les jeunes. Et il y a des priorités qui sont différentes pour les jeunes. Pensons seulement à l'éducation, la formation, la requalification. Donc, j'espère qu'on aura de plus en plus de jeunes, puis qu'on en aura pour l'élection qui s'en vient au mois de novembre. On a eu, bien sûr, une année très spéciale. Canadien qui fait 2 fois les séries, là, c'est quand même spécial. Mais sérieusement, ça n'a pas été une année facile pour personne. Et je veux en profiter pour vous remercier pour votre collaboration, qu'on pense au camp de jour, qu'on pense à la relance, que ce soit dans les commerces, les activités sportives, les activités culturelles, les activités touristiques. Vous nous avez beaucoup aidés et beaucoup appuyés aussi. Là. Quand je regarde ce qui se passe ailleurs, oui, on a quelques dissidents qui n'aiment pas les consignes, mais on a pu travailler ensemble à convaincre la grande partie des Québécois, la majorité, de suivre les consignes. C'est sûr qu'on était dans une position très délicate, très vulnérable lors de la première vague, entre autres à cause de ce qui se passait dans les CHSLD depuis plusieurs années. Mais on le voit avec la deuxième, puis maintenant la troisième vague, la vaccination, on a réussi à redresser le bateau, puis je pense qu'on se compare bien quand on regarde ce qui se passe ailleurs. L'été passé, j'avais eu la chance, parce qu'il y avait une petite éclaircie, j'espère que ça va être la même chose cet été, j'avais eu la chance d'aller faire la tournée dans les différentes régions du Québec, vous
vous rencontrer plusieurs d'entre vous. J'avais prévu une période là, pour échanger avec les maires-mairesses. Bon, j'entendais Daniel parler tantôt d'infrastructure. On n'a jamais eu ce qu'on appelle un PQI, là, un plan québécois des infrastructures avec autant d'argent pour les 10 prochaines années. On a même tout un défi. Il nous manque d'employés dans le secteur de la construction. Donc, on a, entre autres, de notre côté, Jean Boulet qui travaille avec la CCQ à essayer d'attirer des dizaines de milliers de personnes de plus. Mais il faut aussi que nos infrastructures se bâtissent plus rapidement. Évidemment, c'est important pour la reprise économique, mais c'est important aussi parce qu'il y a des besoins. Que ce soit nos routes, que ce soit nos hôpitaux, nos écoles. Donc, merci pour votre aide en passant sur ce qui est devenu, à un moment donné, le projet de loi 61, où on a voulu, là, sur à peu près 180 projets, accélérer toutes les étapes beaucoup trop longues. Et puis, je pense que vous m'avez beaucoup aidé à mettre un peu de pression sur les partis d'opposition pour qu'on puisse enfin adopter cette loi et être capable d'accélérer tous les processus d'autorisation environnementale et autres. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. J'entendais Daniel parler de l'expropriation, mais on continue d'y travailler. Je veux vous dire un mot, évidemment, sur Internet haute vitesse. Quand je me suis présenté en 2018, j'ai promis que tout serait en place d'ici 2022. Il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle, comme disait le capitaine Bonhomme, mais on a réussi. Là, je me suis impliqué personnellement. On s'est assis avec les fournisseurs de services Internet, puis on leur a demandé combien ça coûte. Combien ça coûte là, pour qu'on soit capable de compléter le réseau d'ici 2022. Puis on a eu une belle collaboration. Bon, évidemment, on a beaucoup investi. On a eu une entente aussi. On a été la première province à aller chercher de l'argent du fédéral. On est rendu à plus d'1 milliard qu'on investit actuellement dans le réseau Internet haute vitesse. Et il nous reste 2 étés, donc l'été 2021 puis l'été 2022. Puis je suis content de voir même des entreprises faire de la publicité pour dire on s'en vient, puis ça va se bâtir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment primordial pour le développement économique, mais aussi le développement tout court de toutes les régions du Québec. Évidemment, à partir des prochains mois, on va tomber dans une période post-pandémie. Ça ne veut pas dire qu'on veut se contenter de revenir là où on était économiquement avant la pandémie. Il y a beaucoup de changements qui vont s'accélérer. Pensons seulement aux technologies de l'information, les achats en ligne, le télétravail. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il faut en profiter pour aller accélérer ces changements-là dans notre économie, avoir une économie plus autonome, plus verte. Donc, on va travailler ensemble pour créer des emplois plus payants. Ça a été d'actualité dans les derniers jours, des emplois plus payants dans toutes les régions du Québec. Parce que oui, on a encore un immense rattrapage à faire par rapport à nos voisins. Puis on a beau dire qu'on a un coût de la vie qui est plus bas, mais ça, c'est une conséquence. Si nos salaires sont encore plus bas, notre coût de la vie sera encore plus bas. C'est une mince consolation. Il faut vraiment améliorer la qualité de nos emplois. Et donc, on a mis en place les outils. D'abord, Investissement Québec, là, on a travaillé très fort pour fusionner ensemble les 500 employés d'Investissement Québec avec les 500 employés du ministère de l'Économie. On a développé des comités régionaux. Donc maintenant, il y a un Investissement Québec régional qui va se donner une vision. Je veux m'assurer aussi que les réponses soient plus rapides, puis qu'on soit plus généreux. Je pense qu'on a un rattrapage à faire, donc c'est normal qu'Investissement Québec soit plus généreuse. On a revu les CLD, changé le nom pour que tout le monde comprenne, Accès Entreprises Québec. Donc, c'est pour donner accès, entre autres, à nos entrepreneurs, nos PME, localement. On a mis des moyens.
Puis, dès que les projets deviennent plus grands, il faut les transférer chez Investissement Québec. Mais entre Accès Entreprises Québec et Investissement Québec, moi, je veux en profiter pour vous dire, là, toutes les maires, mairesses, quand vous voyez des entrepreneurs, des entreprises qui ont des projets, dites-leur de venir nous voir. Là, essayez-nous. Je vous garantis qu'ils ne trouveront pas un meilleur deal. En tout cas, c'est un deal qu'ils n'auront jamais vu, puis qu'on va garder en place pour quelques années parce que, justement, le Québec a un effort, un rattrapage à faire. On veut, je parlais tantôt d'un Québec autonome. On veut avoir une économie qui est plus autonome. C'est sûr que au début de la pandémie, moi, j'ai eu des craintes. Est-ce qu'on va être capable de continuer à avoir tous les aliments? On sait qu'on importe 50% de ce qu'on mange. Bon, avec la fermeture des frontières, c'est inquiétant, mais en même temps, je me suis dit plus jamais. Là. Donc, on a des avantages, on a mis des incitatifs importants pour doubler la superficie en serre, parce que oui, on a un hiver, mais en même temps, on a de l'électricité verte à un prix abordable. Donc, du côté de l'agriculture, on va beaucoup pousser pour être plus autonome. On veut pousser aussi dans le secteur forestier. Évidemment, il y a toujours un équilibre qui est difficile à garder entre créer des emplois et protéger les forêts. Mais on le sait, les forêts, ça pousse, hein, comme dirait mon ami Pierre Dufault. Donc, il faut trouver un équilibre. Puis, je sais que les régions sont soucieuses là, de ces emplois en foresterie. Il y a évidemment aussi tout le tourisme. Quelle belle opportunité. Puis là, je me ferai pas aimer de mes anciens amis chez Transat, mais plutôt que d'aller à Cancun ou Puerto Plata, ce que je souhaite, c'est que l'été et l'hiver, les Québécois prennent l'habitude, d'ailleurs, on l'a vu l'été passé, d'aller dans nos régions. Donc, il faut être capable d'améliorer, d'augmenter l'hébergement, les activités, puis mettre en valeur la beauté des régions du Québec. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour que les Québécois prennent cette habitude plutôt que d'aller à l'étranger, de prendre une partie de leurs vacances ici au Québec. Évidemment, puis j'entendais Daniel aussi en parler, toute l'économie verte, la lutte au changement climatique. Bon, il faut comprendre qu'on est bien positionné quand on regarde les 60 États et provinces en Amérique du Nord. Sur 60, en termes de richesse, malheureusement, on est 53e, on était 57e, on est rendu 53e, donc il y a encore du travail à faire. Mais quand on regarde les GES par habitant, on est premier sur 60. Donc, c'est nous qui avons les GES par habitant les plus bas, entre autres, à cause de notre hydroélectricité, qu'on veut davantage exporter. Vous le voyez dans les médias ce matin, le Massachusetts, New York. Sophie Brochu travaille très fort là, pour qu'on puisse exporter davantage, mais aussi l'utiliser chez nous pour électrifier notre économie, puis électrifier, entre autres, nos transports. Puis j'entendais encore Daniel, là, franchement, on dirait qu'on a à peu près le même discours préparé par les mêmes personnes. Transport, c'est là qu'on a le plus de travail à faire au Québec pour réduire les GES. Donc, c'est sûr, dans les villes qui sont plus grandes, transport en commun, on sait qu'il y a des beaux projets là à Québec, dans l'est de Montréal, à Laval, sur la rive sud de Montréal, à Gatineau. Puis on veut en voir dans les municipalités. J'ai bien entendu aussi Daniel parler d'interrégional. On a des compagnies qui fabriquent des autobus électriques, entre autres la compagnie Lyon. Girardin aussi en fait une partie. Donc, profitons pour mettre ça ensemble, l'économie et la lutte au changement climatique. Puis, les camions aussi. Puis, les autos électriques. Évidemment, il y a ces grands Québec. On ne pourra pas avoir du transport en commun dans chacune des 1100 municipalités au Québec. Mais il faut que le transport devienne de plus en plus électrique. Il y a tout le secteur manufacturier aussi. Il y en a qui pensaient que c'était fini de manufacturier. Moi, je pense au contraire.
on a besoin plus que jamais de remplacer des produits qui viennent de l'extérieur. Pensons seulement aux produits qui viennent de la Chine. On soit plus d'une dizaine de milliards nets de produits qui viennent de la Chine à chaque année. Je comprends qu'on ne pourra pas compétitionner tous les produits qui viennent de Chine, mais plus on va être capable de fabriquer au Québec, bien, plus on va être autonome. Donc, moi, je vois un grand chantier là, pour la prochaine année dans le secteur manufacturier. Bon, évidemment, certains vont parler de pénurie de main-d'œuvre. Et puis, je vais essayer de faire attention à ce que je dis pour pas que ça fasse comme au Conseil du patronat la semaine passée. Mais il reste que, Daniel le disait, 150 000 emplois non comblés. Et pourtant, on n'est pas encore rendu au pic de la relance économique. Puis on a le taux de chômage le plus bas de toutes les provinces. Donc, ça devient comme mathématique. Oui, il y a une partie de la population qu'on va requalifier, on va payer pour retourner aux études. Donc, ça fait partie des solutions. On a aussi s'assurer, puis déjà, on a un grand bout de chemin de fait du côté des garderies. On est un des endroits au monde où les deux parents travaillent le plus, mais il y a encore des places qui manquent. Il nous manque 37 000 places actuellement au Québec. On en a annoncé 15 000. En train de travailler à en annoncer un autre 22 000 pour que tous ceux qui veulent retourner au travail puissent le faire. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Il y a les travailleurs expérimentés. On va continuer de mettre des incitatifs. Aujourd'hui, moi, je regarde, j'ai 63 ans, je suis en forme, je pense pas à la retraite. Donc, j'espère qu'on va être capable de mettre des incitatifs pour que les gens viennent travailler au moins à temps partiel. Je pense que c'est important. Puis je veux dire un mot, évidemment, Daniel en parlait là, sur les nouveaux arrivants. Bon, évidemment, le Québec a une certaine capacité d'intégration. On a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a temporairement baissé de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants. L'année passée, à cause de la pandémie, on n'a même pas atteint ce chiffre-là. Puis là, graduellement, on va remonter à 40-45 000 à partir de cette année. Dans ce 40-45 000 par année, il y en a à peu près 40 % que ce sont des réfugiés et de la réunification familiale. Bon, là, je vais être très clair. Quand on regarde la partie réfugiés, donc c'est surtout de l'aide qui est humanitaire, pour ne pas être gêné de notre apport à cette aide humanitaire. Là. Toute proportion gardée, le Québec reçoit beaucoup plus à chaque année de réfugiés que des pays comme les États-Unis ou la France. Mais il faut être capable, et il reste peut-être sur les 40-45 000, là, un 25 000 qui sont des travailleurs économiques. Évidemment, comme tout le monde, et puis ça ne veut pas dire que les bas salariés sont pas importants, mais on veut attirer les personnes qui ont les meilleures qualifications. Tout le monde fait ça, toutes les provinces, tous les pays. Donc, c'est pas un jugement de valeur, là. Moi, je viens d'un milieu ordinaire, populaire, classe moyenne, et tous les emplois sont importants. Mais ce qu'il faut viser au Québec, c'est que les personnes qui gagnent 15 $ de l'heure montent à 20 $ de l'heure, puis ceux qui font 20 $ montent à 25, puis etc., etc. Pour augmenter le salaire moyen au Québec, je pense que c'est souhaitable. Oui, il y a une partie qui peut venir de l'immigration, mais ça a ses limites. Il y a aussi, bon, c'est dans le passé, les gouvernements accueillaient à peu près la moitié des immigrants qui ne parlaient pas français. La majorité n'allait pas suivre de cours. Bon, je ne veux pas me scooper moi-même. Il y aura une grosse annonce sur la langue demain avec Simon Jolin-Barrette. Donc, il y a ce phénomène-là aussi qu'il faut considérer dans l'intégration des immigrants. Mais il
faut être réaliste, là. Il n'y aura pas 150 000 nouveaux immigrants qui vont être acceptés dans la prochaine année. Donc, il y a certains emplois qui vont être difficiles à combler. C'est pas unique au Québec, c'est comme ça dans à peu près tous les pays industrialisés. Puis là, ben, on a un gros changement, c'est que pendant plusieurs années, les employeurs avaient le gros bout du bâton, recevaient beaucoup de CV. Là, la balance a changé maintenant. Ce sont les travailleurs, les 4 millions quelques de travailleurs québécois qui ont le gros bout du bâton. Ça va faire augmenter les salaires, ça va mettre une pression à la hausse sur les salaires. C'est bon pour les employés. Évidemment, il y a des entreprises qui aimeraient mieux continuer à avoir beaucoup de main-d'œuvre disponible à des bas salaires, mais les Québécois souhaitent avoir des emplois mieux payés, puis on doit se réjouir de ça. Bon, peut-être en terminant, un mot sur le logement. Daniel aussi en a parlé. On est en train de construire 15 000 nouveaux logements. Il n'y a pas beaucoup de travail qui avait été fait. Là. André Laforêt est vraiment en train d'accélérer de ce côté-là. Bon, évidemment aussi, il faut comprendre qu'il y a eu une pression dans les derniers mois. Les Québécois ont moins dépensé, entre autres, pour le voyage, puis de façon générale, et là, ont plus d'épargne de disponible. Par le jeu de l'offre et la demande, ça augmente le prix des condos, des maisons. Donc, ça devrait amener le secteur privé. Puis d'ailleurs, on prévoit des augmentations importantes dans la construction domiciliaire. Moi, je veux continuer à travailler avec les villes, les municipalités du Québec, à mettre en place toutes sortes de programmes d'accès au logement. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi le privé jouer son rôle, mais peut-être venir donner un supplément de revenus. Je pense entre autres à peut-être nos aînés qui, dans certains cas, ont de la difficulté parce qu'ils ont une pension ou pas de pension, puis qui n'ont pas l'argent pour faire face à cette hausse des prix. Donc, travailler ensemble, parce que la pénurie là et puis le manque de logements abordables, c'est pas unique à Montréal. Là. Ça se retrouve dans plusieurs régions au Québec. Donc, je termine en vous disant encore une fois, merci. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble depuis mon arrivée. En 2019, on a bien travaillé sur un pacte fiscal gagnant-gagnant. En 2020, on a bien travaillé à garder la tête en dehors de l'eau puis passer à travers cette pandémie, ce drame qu'on a vécu ensemble. Puis en 2021, mais ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on mette l'accent sur l'économie de chaque région, qu'on soit capable d'avoir un Québec qui est plus prospère, plus vert, plus autonome. Et ben, si la pandémie me le permet, ben, j'ai hâte de faire comme l'été passé, puis d'aller vous retrouver sur le terrain. C'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc, je vous souhaite des bons débats pour vos assises. Et ben, j'ai hâte de rencontrer votre nouveau président. Puis j'ai hâte d'aller vous voir sur le terrain. Puis évidemment, bon, une année électorale pour vous, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de présence sur le terrain pour vous. Bravo pour votre courage, bravo pour votre implication. C'est important qu'il y ait des gens en avant de la parade dans notre société. Donc, bravo puis merci pour votre implication. Bonne journée. Merci beaucoup, François Legault, Monsieur le Premier ministre. Merci de rester aussi encore avec nous quelques minutes pour quelques questions. On s'est dit qu'on pourrait peut-être faire ça plus personnellement parce que c'est une année qui a été trouble pour tout le monde. Elle l'a certainement été pour le Premier ministre que vous êtes. Je vous lève mon chapeau, mais je pense que c'est partagé par tout le monde. Il n'y a pas de ligne partisane. On sait dans quelle situation vous avez été, comme tous les élus municipaux qui sont avec nous. Ça n'a pas été facile. Vous me donnez l'impression, néanmoins, d'être souriant puis d'être en forme. Vous l'avez dit, vous êtes un jeune homme de 63 ans en forme. On doit donc comprendre, j'imagine, que vous serez candidat aux prochaines élections. Je ne vous demande pas un scoop, mais le moral est-il bon? Oui, le moral est bon. C'est certain que ça a été difficile l'année passée, au début, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus
On ne savait pas combien on aurait de morts. En plus, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, ce qui s'est passé dans les CHSLD, c'était dur, non seulement de voir les décès, mais les personnes qui ne recevaient pas toujours les services qu'ils auraient dû avoir. On a réussi avec Je contribue, là, un site qu'on a mis en place rapidement, à attirer 21 000 personnes, 21 000 Québécois pas qualifiés qui sont venus travailler avec nous. Qui sont allés dans un CHSLD. Puis les journées que j'ai le goût de me plaindre, je pense à ces personnes-là. Puis je me dis, dans le fond, dans mon bureau, là, je n'étais pas à plaindre. Mais vous auriez le droit, parce que je pense qu'on a tous le droit d'avoir eu des moments de faiblesse, des moments où on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel. Avez-vous le droit, je demande souvent ça à mes invités, d'admettre un moment, non pas de faiblesse, mais de découragement? Dans les 15 derniers mois, si vous aviez rétrospectivement à revenir en arrière, est-ce qu'il y a un moment où la lumière au bout du tunnel, vous ne la voyez plus? C'était dans les premiers mois, là, avec ce qui se passait dans les CHSLD. Je trouvais ça dur. Bon, d'abord, on va se dire la vérité. Aussi, on a un système d'information qui est un peu archaïque au gouvernement. On n'a pas assez investi en informatique. On a pas de le faire. Donc, j'étais très frustré de ne pas toujours avoir l'information, de même pas savoir combien il nous manquait d'employés, parce qu'on avait plusieurs en congé pour des bonnes raisons. Est-ce que ça peut perdre patience, le premier ministre? As-tu le droit de perdre patience? Oui. Idéalement, c'est tellement en privé. Et je peux vous dire, oui, là, les gens qui sont autour de moi, qui étaient francs, vous diraient qu'il y a des bouts là, que je trouvais la bureaucratie lourde. Et à un moment donné, j'ai mis mon poing sur la table pour dire on va créer 10 000 emplois. Je peux vous dire là, qu'il y avait de la résistance, autant du côté de l'éducation que du côté de la santé. Quand on a augmenté les salaires aussi, nos négociateurs, d'ailleurs, c'est toujours pas réglé. Là. Nos conventions collectives qui sont finies depuis le 31 mars 2020 sont pas réglées. C'est la première fois qu'on augmente plus les salaires de certains employés, entre autres les préposés aux bénéficiaires. Et c'est un système qui est un peu archaïque, un peu choquant de voir qu'il y a cette résistance au changement. Deux questions pour vous, puis on va les ventiler. Puis vraiment à titre personnel, tout à l'heure, Daniel Côté disait « Personne n'aurait voulu être à votre place, compte tenu de ce qu'on a traversé ». Est-ce que c'est votre perception? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit « Ah, j'aurais donc voulu gouverner dans d'autres circonstances » ou au contraire, est-ce que c'est pas, dans le fond, un cadeau, j'aime pas le mot, mais l'occasion de mettre à profit ce que vous aviez d'expérience? Effectivement, c'est un peu des deux. Vous en rappellerez, moi, une de mes... pourquoi je me suis impliqué en politique? C'est pour augmenter la richesse au Québec. Finalement, j'ai été obligé un peu de mettre ça de côté. Ici, je suis un nationaliste. Le projet de loi qu'on va déposer demain pour réformer la loi 101, ça fait longtemps que je voulais le déposer, mais avec la pandémie, il a fallu mettre ça de côté. Par contre, là où ça a été positif, c'est l'accueil des Québécois. Honnêtement, là, je vais à la pharmacie, puis les gens me remercient. C'est vraiment touchant de voir la réaction des Québécois. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose de positif. Si vous aviez à évaluer ce qui, dans votre vie, vous avez le mieux préparé, encore une fois, à titre personnel, comme patron d'entreprise aussi peut-être, mais ce qui vous avait le mieux préparé à ce scénario unique, je dirais pas sans précédent, mais on ne les a pas connus, ces précédents. On n'était pas là pendant la grippe espagnole. Donc, qu'est-ce qui vous avait le mieux préparé à dire « je serai présent et au poste » ? Oui. Je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est que j'ai été président de la Transat, donc une organisation avec à peu près 1500 employés. Donc, être capable de savoir comment on organise, comment on délègue, comment on se donne des indicateurs de performance. D'avoir une équipe aussi. Il y a des gens qui n'étaient pas connus, que je prenne Christian Dubé, Éric Girard, Sonia Lebel,
que je pouvais compter sur eux autres pour travailler ensemble, à être bien organisés. Mais le fait que j'ai eu une expérience de gestion, ça aide. Ça m'a aidé beaucoup. Il y a nécessairement un devoir d'exemplarité. Vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas le droit de me plaindre, mais y a-t-il des matins où, dans votre intimité, peut-être avec votre femme, votre blonde, l'envie de dire « Ah, oh, ça ne me tente pas aujourd'hui, je ne suis pas capable ». Ça arrive. Est-ce que ça arrive d'abord? Oui, d'abord, c'est avec ma femme, moi, avec qui je suis depuis 31 ans. Oui, bien honnêtement, il y a des matins, même encore parfois dernièrement, quand on voit des réactions là, de certaines personnes qui m'accusent de gâcher la vie des jeunes, c'est dur à prendre, les commentaires de certaines personnes. Oui, c'est ça. C'est que je pense que le Québec a été un des endroits au monde, sinon l'endroit au monde, où nos écoles sont restées ouvertes le plus longtemps. Par contre, je me rappelle de certains membres de l'opposition, quand on a ouvert les écoles au printemps 2020, qui disaient que je voulais utiliser nos enfants comme des cobayes. C'est dur d'entendre des choses comme ça. C'est le travail souvent malheureux d'une opposition. Je parlais avec Pierre-Marc Johnson cette semaine qui disait, dans l'opposition, des fois, on est obligé d'être de mauvaise foi. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais et vous l'avez vécu, c'est pas simple. Vous avez souligné, puis tout le monde en a un peu parlé ce matin, on va se laisser peut-être là-dessus, c'est une année électorale dans le monde municipal. Je me rappelle, dans des circonstances bien meilleures, quand vous cherchiez des candidats, des vocations politiques, c'est pas facile à susciter. Dans un monde encore plus violent, avec des élus municipaux épuisés, comment faire naître la flamme? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager? Vous en aurez besoin de gens, pas juste dans votre équipe, dans les villes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, venez faire votre part? Bien, c'est quelque chose de beau, travailler pour le bien commun, travailler pour ses citoyens. Et ben, ça prend plus de femmes. Et parfois, les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes, puis pourtant, elles sont très compétentes. Et puis, encore aujourd'hui, quand je reçois, puis c'est comme ça dans tous les partis politiques, il y a toujours plus d'hommes que de femmes qui souhaitent se présenter. Donc, il y a un effort spécial. Moi, je pense qu'il faut viser la parité et il faut qu'il y ait plus de femmes qui se présentent à la mairie comme conseillers. Ça prend des jeunes aussi, parce que il y a des choix, ne serait-ce que budgétaires à faire entre, par exemple, la santé et l'éducation, qui font que il faut être sûr d'avoir des jeunes qui regardent vers l'avenir, se requalifier. On parlait pas de ça il y a 25 ans, mais là, il va falloir se requalifier plusieurs fois dans sa vie. Donc, faut qu'il y ait des jeunes qui viennent amener leur vision, leurs priorités. Il va falloir trouver des moyens d'éliminer puis de même sanctionner les gens qui font des attaques violentes sur les médias sociaux. C'est vraiment devenu un gros problème. Mais on ne se vaccine pas contre ça, puis il n'y en a pas de vaccin à court terme contre la méchanceté, la violence. Et j'imagine que quand on veut recruter, c'est difficile parce que les gens mesurent ce qui va se passer dans leur vie quand ils font de la politique. Ben, c'est ça, là. Mais en même temps, regardez, là, puis je vais vous donner un exemple. On voit beaucoup de critiques. Quand je lis mes médias sociaux, là, on dirait que la majorité des Québécois sont fâchés contre moi. Mais bon, quand on regarde les sondages, quand on se promène dans la rue, c'est pas tout à fait ça. Donc, il faut être prudent. Là. Moi, je dis aux gens, faites attention, les médias sociaux, c'est vraiment une petite minorité. Donc, regardez pas ça ou regardez-les avec un certain détachement. Oui, ne pas confondre les médias sociaux et la réalité, comme disaient certains. La carte n'est pas toujours le territoire. Il ne faut pas confondre les deux. Exactement. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse là-dessus, M. Legault, parce que vous l'avez dit, si ça se passe bien puis que je peux retourner vous voir, vous n'avez pas de boule de cristal, Horacio n'en a pas, Joe Biden n'en a pas. Mais pensez-vous qu'on est comme dans un bon dernier stretch vers
un monde plus normal? Oui, je pense que l'été s'annonce très bien. Bon, d'abord, les classes vont se terminer vers le 20 juin, donc moins de contagion dans nos écoles. Les experts comme Horacio me disent que la chaleur et le virus font pas bon ménage. Puis l'été, ben les gens sont plus dehors, moins à l'intérieur. Donc, puis évidemment, la vaccination. Donc, j'en profite pour dire d'ailleurs, 25 ans à partir d'aujourd'hui, 18 ans à partir de vendredi, allez vous faire vacciner si vous voulez un bel été. Monsieur Legault, Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver bientôt. C'est toujours un plaisir et je vous souhaite un bel été. C'est réciproque, Monsieur Bureau. Et puis, je me souviendrai toujours que vous avez été remplacé par Bernard de Rome. C'est quelque chose. Mais Bernard de Rome m'a éventuellement remplacé. Saviez-vous qu'il est revenu après moi? Fait que moi, j'ai été le successeur et il m'a ensuite remplacé. C'est formidable. C'est formidable. Et vous avez encore l'air jeune. Oh, vous êtes trop flatteur. Si vous vous présentez aux élections, il y a de fortes chances que je pense à vous. Ceci étant dit, moi, j'ai une tribune cet été. Hein. Vous êtes invité. Vous demanderez à vos équipes, ils vont vous dire que j'ai une invitation ouverte depuis 1 an. OK, c'est bon. Ciao. C'est bon. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je vais passer la parole à nouveau à votre nouveau président, celui de l'UMQ, M. Côté, qui va nous présenter, c'est une tradition, normalement, évidemment, il y a des gens pour applaudir dans la salle et ça rend les choses un peu plus faciles, mais le ou la membre honoraire 2021, est-ce que M. Côté nous entend toujours à Gaspé? L'entend-on? Je pense que malheureusement, M. Côté, on ne vous entendait pas. Alors, je présume qu'on va faire peut-être... On a dit un peu plus tôt que cette période de nos vies où on disait... Cette période-là n'est pas encore passée. Le micro n'était pas ouvert. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est de la vôtre? Est-ce que ça se passe dans votre hôtel de ville? Est-ce qu'on est prêt à les valider? Si oui ou non, on a trouvé la solution du son. Donc, est-ce qu'on va à Gaspé? Non, je pense qu'on ne va pas à Gaspé tout de suite. Clairement, il y a un petit problème technique que nous allons essayer de solutionner. Vous savez, en ce moment, c'est la position du canard. J'ai l'air calme au-dessus de la ligne des eaux. Et en dessous, il y a les pattes qui se font aller. C'est généralement proportionnel à quelqu'un qui, en face de soi, fait « Prends ton temps, étire. On va essayer de trouver une solution. Puis quand on va l'avoir trouvée, on va dire « Go, vas-y ». Est-ce que c'est un « Go, vas-y »? Est-ce qu'on a trouvé une solution? Ah! Les petites pattes en dessous vont très, très bien. Monsieur, je vous entends, à part ça, ça fait... Je peux pas dire que ça fait longtemps que j'ai hâte de vous voir de même, mais ça fait au moins 15-20 secondes. Bien, merci, M. Bureau. Je voulais d'abord débuter en disant un merci à notre premier ministre. On a pris bonne note de ses propos. Puis, j'espère, en fait, qu'on va travailler de la même manière sur la scène nationale que ce qu'on a réussi à bâtir sur la scène régionale. Vous savez, lors de chacune de ces assises, l'Union des municipalités du Québec souligne le parcours d'une personnalité qui a marqué d'une manière exceptionnelle la vie politique municipale québécoise en la nommant membre honoraire de notre organisation. Il revient à la présidence de l'Union de dévoiler l'identité du lauréat ou de la lauréate et de souligner la reconnaissance par ses pairs de son importante contribution au monde municipal. Le membre honoraire 2021 de l'UMQ a passé presque 22 ans au service de ses concitoyennes et concitoyens. À la tête de la ville de Salaberry de Valleyfield, il a apporté une grande attention au milieu culturel. Une de ses grandes réalisations, c'est ce qu'il appelait la trilogie culturelle. Donc, il a donné au Campus Valencien, Campus Valenciennes, la bibliothèque municipale collégiale Armand Frappier, la salle de spectacle et le musée de société des Deux-Rives, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Avant son départ de la vie politique active en 2017, il était le doyen du conseil d'administration de l'UMQ. Donc, je félicite M. Denis Lapointe, notre membre honoraire 2021. Et Denis, tu es un modèle d'implication, un modèle d'inspiration pour le monde municipal. Même à la retraite, tu es encore actif dans le milieu en tant que président de l'Association québécoise des anciennes élus et des anciens élus municipaux. Donc, nous souhaitons
souligner aujourd'hui ton dévouement pendant toutes ces années. Je vous invite maintenant à visionner une vidéo préparée en hommage à notre ami Denis Lapointe. Mon nom est Denis Lapointe. Je suis originaire de Salaberry de Valleyfield. Je suis ingénieur de profession. J'ai été en politique pendant 22 ans. J'étais maire de Salaberry de Valleyfield et j'ai terminé ma carrière politique en 2017. Lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle que je serais membre honoraire de l'Union des municipalités, ça m'a réjoui, mais ça m'a surpris aussi parce que généralement, cet honneur-là est dévolu à d'anciens présidents. Alors, je n'ai pas été président de l'Union. J'ai été cependant membre du conseil d'administration de l'Union pendant 16 ans. Quand je pense à Denis, et si je voulais le décrire, je parlerais de quelqu'un qui connaît ses dossiers. Quelqu'un qui réussit à la fois à être sérieux sans se prendre au sérieux. Et quiconque a travaillé avec Denis, vous pouvez être certain, il va vous expliquer le dossier jusqu'à la dernière ligne. Denis Lapointe, c'est un homme de valeur, mais c'était quelqu'un qui prenait à cœur sa communauté et qui véhiculait de grandes valeurs humaines. Donc, c'est quelqu'un qui m'a intéressé dès le départ, de par son calme, de par le respect qu'il pouvait avoir des gens et de par les valeurs qu'il portait. Le choix de Denis comme membre honoraire pour l'année 2021, c'est un choix tellement judicieux parce qu'il y a quelqu'un qui a incarné le monde municipal avec tout son cœur. Et sa sagesse, c'est bien Denis Lapointe. Parce que Denis, c'est un rassembleur et c'est quelqu'un qui a pratiqué le gouvernement de proximité. Il incarne ça, Denis Lapointe. La plus grande fierté dans tous mes mandats, ça a été de réaliser ce que j'ai fini par appeler la trilogie culturelle. Elle se compose de 3 éléments, évidemment. Un premier qui parle du savoir. Alors, le savoir, c'était la bibliothèque. Le deuxième élément était l'expression. Et l'expression, c'est la salle de spectacle. Et la troisième, c'est la mémoire. La mémoire, c'est le musée qui avait mis 25 ans d'itinérance avant d'arriver à se fixer à un endroit. Cette trilogie culturelle-là devient, dans un sens essentiel, à l'émergence d'une fierté campivalencienne, une fierté des gens de chez nous. Denis, tu as été pour moi un maire inspirant tout au long de ces années et tu demeures pour moi un être humain fondamentalement encore très inspirant. Merci, Denis. Je veux tout te témoigner l'admiration que j'ai pour toi. Tu as été pour moi un collaborateur exceptionnel avec de très grandes qualités humaines. Denis, bravo pour ta nomination au Temple de la renommée des élus municipaux. Je veux vraiment te féliciter pour tout ce que tu as fait pour le monde municipal, mais aussi pour le prix que tu reçois aujourd'hui. C'est franchement mérité. Tu es dans mon cœur. Je t'aime, mon ami et collègue Denis Lapointe. Voilà, de beaux hommages bien sentis pour quelqu'un qui le mérite pleinement. De tout cœur avec toi, Denis, tu as été extraordinaire. J'ai adoré travailler avec toi, moi aussi. Tu mérites cet honneur-là. Je te félicite de tout mon cœur. Bravo, Denis. Et bravo, effectivement, M. Lapointe. Je vous rappelle que dans quelques instants, dès qu'on aura terminé cette cérémonie d'ouverture des assises, vous pourrez migrer à nouveau vers la plateforme qui avait été initialement désignée, le système qu'on a mis en place à la dernière minute, sinon même à la dernière seconde, un peu plus tôt ce matin. Vous pourrez l'abandonner. Vous ne faites pas ça maintenant parce que ce n'est pas terminé. Je tiens à remercier nos invités d'honneur qu'on vient de voir à l'instant, Daniel Côté, votre nouveau président, la présidente de la commission des assises de l'UMQ et
mairesse de Magog, Mme Vicky Méham, et puis aussi, il ne faut pas oublier, la présidente ex-officio de l'UMQ, mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qu'on a aussi célébré ce matin, et le maire de Gatineau, qui est la ville hôtesse de ces assises de l'édition 2021, Maxime Penneau-Jobin. Et avant de vous laisser, bien, le dernier mot sera à Mme Ham qui va nous dire un peu comment va se passer la suite des choses. À vous. Et puis, moi, je vous dis à demain pour ma suite avec vous. Merci, M. Bureau. Bravo, Denis. Quel bel hommage. Je m'en viens te rejoindre au Club des ex bientôt. Donc, voilà qui conclut l'ouverture officielle des 99e Assises annuelles de l'UMQ. Dans quelques instants, vous pourrez assister à notre atelier Perspective 2025. Comment la COVID-19 a transformé le visage économique de nos communautés, et ce sera animé par Alec Castonguay. Avec 3 panélistes, il discutera des tendances de fond qui influencent les comportements des citoyennes et citoyens dans un contexte post-pandémie et de la façon dont ces comportements auront un impact sur certains aspects de nos municipalités. Ils nous donneront un aperçu, enfin, de ce qui nous attend. Un peu plus tard, on a décalé un peu l'horaire, mais un peu plus tard, on se retrouvera avec M. Jean-Marc Léger, accompagné de l'animatrice Marie-Claude Lavallée, qui nous révéleront les résultats d'un vaste sondage mené par la firme Léger sur les attentes des citoyennes et citoyens dans le cadre des élections municipales de l'automne. On se retrouvera donc après le dîner, vers 13h30, toujours en compagnie de Mme Lavallée, pour discuter du patrimoine immobilier dont la préservation et la protection et la valorisation nécessitent des moyens financiers importants. Ensuite, avec Mme Marie-France Bazot, dans le cadre de l'atelier « Comment passer à l'action sans payer le prix politique ». On abordera de quelle façon encourager et provoquer des changements chez nos concitoyennes et concitoyens. Et pour terminer la journée en beauté, on vous propose une activité de réseautage avec Marie-Ève Martel et les nouvelles dirigeantes et nouveaux dirigeants de l'UMQ. On vous invite donc à venir discuter avec eux pour découvrir leur vision des enjeux municipaux. Voilà ce qui complète notre programmation pour aujourd'hui. Tout au long de l'événement, nous vous encourageons à réseauter, comme on le ferait si on était en personne, donc de vous promener de table en table. N'hésitez pas d'aller aussi visiter le pavillon virtuel de l'innovation municipale. Cette année, vous devrez voter 2 fois. Voter dans le cadre de Méritovation municipale Coup de cœur, on a l'habitude, mais en plus, cette année, voter pour le prix Résilience Innovation. Vous avez jusqu'à 15 heures jeudi pour voter, donc hâtez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une super belle journée et d'excellentes assises. Merci.